Entre le 8e et le 9e kilomètre, j'ai commencé à trouver des branches cassées, des ruptures fraîches laissant apparaître le bois blanc en dessous, disposées selon des motifs qui ne correspondaient ni aux dégâts du vent, ni au passage normal d'un animal. Les cassures se situaient entre 2 et 2,50 m du sol, ce qui coïncidait avec quelque chose de grand qui aurait tendu le bras pour attraper la végétation, et elles formaient une ligne approximative parallèle au sentier en amont. J'ai photographié chaque groupe de branches et noté leur emplacement. J'ai alors remarqué que la batterie de mon appareil photo se déchargeait plus vite que prévu, passant d'une charge complète à 70% après seulement une douzaine de photos. Je suis passé à mon téléphone en guise de secours et j'ai constaté qu'il n'était déjà plus qu'à 82%, malgré une utilisation minimale. La batterie externe que j'avais emportée indiquait 0%, alors que je l'avais chargée toute la nuit et testée avant de partir. 3 sources d'alimentation indépendantes qui tombent en panne simultanément, ça n'avait aucun sens, mais je n'avais pas le temps de chercher la panne. Je devais atteindre le pont et terminer mon rapport avant que mon équipement ne devienne complètement inutilisable. L'odeur m'a frappé au kilomètre 10,3. Une odeur épaisse et putride, comme de la viande en décomposition mêlée à du chien mouillé et à autre chose. Quelque chose de musqué et d'organique qui me faisait pleurer les yeux. L'odeur était concentrée dans la zone immédiate du sentier et elle était si forte que j'ai remonté mon t-shirt sur mon nez et ma bouche pour respirer à travers le tissu. J'avais déjà senti des animaux morts, des carcasses de cerfs et de wapitis à divers stades de décomposition. Mais là, c'était différent, plus complexe, avec des notes chimiques qui n'avaient rien à faire là. J'ai cherché la source sans rien voir, aucune carcasse visible près du sentier. Mais les fougères en amont étaient écrasées sur une large bande, comme si quelque chose de grand s'y était couché récemment. La végétation écrasée commençait à peine à se redresser, ce qui indiquait qu'elle avait été compressée il y a moins d'1 heure, peut-être même moins. J'ai pris des photos des fougères retournées et de la zone environnante, et la batterie de mon appareil photo est tombée à 40%. J'ai vérifié la carte SD et n'y ai trouvé que 8 photos enregistrées, alors que j'en avais pris au moins 25. En examinant les images stockées, la plupart étaient corrompues, affichant des artefacts numériques et des bandes de couleurs qui suggéraient des fichiers endommagés. J'ai essayé de prendre une autre photo et l'appareil s'est bloqué, objectif sorti, écran vide, totalement inerte. J'ai retiré la batterie et l'ai réinsérée. L'appareil s'est allumé, a affiché 5% de charge, puis s'est éteint pour de bon. J'ai rangé l'appareil dans mon sac et sorti mon téléphone, qui était maintenant à 61% et continuait de baisser. J'ai réussi à prendre 3 photos des fougères écrasées avant que l'écran du téléphone ne devienne noir et refuse de redémarrer. J'étais là, debout, un téléphone mort à la main, en train de me demander si je devais interrompre l'inspection, quand j'ai entendu des bruits de pas en amont, des pas lourds et délibérés se déplaçant dans les sous-bois avec un rythme qui sonnait faux. Pas le rythme à 4 temps d'un cerf ou la démarche traînante d'un ours, mais une cadence à 2 temps, bipède. Quelque chose qui marchait sur 2 jambes, sur un terrain qui aurait dû en nécessiter 4. Je me suis tourné vers le bruit et j'ai vu un mouvement entre les arbres. Une forme sombre se déplaçant derrière le tronc d'une épinette massive, à une 50aine de mètres en amont. La forme était grande, nettement plus grande que moi, et elle passait d'un arbre à l'autre avec une vitesse qui semblait impossible pour quelque chose de cette taille. Je suis resté figé, à observer, et la forme s'est arrêtée derrière un cèdre. J'ai alors vu ce qui aurait pu être un bras ou une jambe, quelque chose d'épais et de sombre, couvert de poils, qui dépassait du tronc avant de se rétracter. Ma radio a grésillé et la voix de Dale a retenti, me demandant un point sur la situation. J'ai réalisé que j'avais manqué mon appel de contrôle prévu. J'ai appuyé sur le micro et lui ai dit que j'étais au kilomètre 10,3
que mon appareil photo et mon téléphone étaient tous les deux morts, malgré une charge complète le matin même, que je sentais une odeur de charogne à proximité et que j'entendais un grand animal se déplacer en amont. Ma voix semblait plus assurée que je ne l'étais. Dale m'a demandé si je voulais abandonner et rentrer. J'ai failli dire oui, mais le pont était à moins d'1,5 kilomètre. J'avais déjà fait tout ce chemin et je ne voulais pas admettre que j'étais effrayé par une panne de matériel et des bruits dans la forêt. J'ai dit à Dale que je continuerais jusqu'au pont et que je ferais mon rapport avec des notes manuscrites et des coordonnées, puis que je rentrerais immédiatement. Il a accusé réception et m'a dit de le recontacter au kilomètre 11, ou plutôt si la situation changeait. Je me suis remis à marcher, plus vite cette fois, et les bruits de pas en amont se sont calqués sur mon rythme, restant parallèles, mais se rapprochant progressivement. Je pouvais entendre une respiration entre les pas, profonde et rythmée, et je sentais cette odeur de musc putride devenir plus forte. Tous les 15 mètres environ, j'entendais une branche craquer ou des fougères être écartées. Je m'arrêtais et regardais, mais je ne voyais jamais rien de clair, juste des formes et des mouvements que mon cerveau n'arrivait pas à identifier. Le sentier descendait légèrement en suivant un ruisseau qui se jetait dans la Haw River et la forêt devenait plus dense. Les fougères m'arrivaient aux épaules par endroits et la mousse pendait des branches en rideaux épais qui limitaient la visibilité à peut-être 6 mètres. Je gardais la main sur ma bombe anti-ours et j'essayais de me souvenir de la formation que j'avais reçue sur les protocoles de rencontre. Se grandir, parler fermement, reculer lentement, ne pas courir. Mais la formation concernait les ours et les cougars, pas quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Le pont est apparu au kilomètre 11,4, une simple structure en bois enjambant un petit affluent. Je pouvais voir les dégâts que Dale avait mentionnés. Plusieurs poutres de soutien montraient des signes de pourriture, et une section de la rambarde était complètement manquante. Je me suis approché prudemment, j'ai posé mon sac et sorti mon carnet pour noter les dommages avec des observations écrites et des mesures. J'étais accroupi à côté du pont en train de vérifier l'état des pilotis de fondation quand j'ai entendu du mouvement de l'autre côté du ruisseau. Quelque chose de grand se frayait un chemin à travers les buissons denses de ronces à saumon qui formaient un mur presque impénétrable sur la rive opposée. Les buissons ont été violemment secoués et j'ai entendu la même respiration profonde, plus proche maintenant, peut-être à une dizaine de mètres. Je me suis relevé, j'ai reculé vers le sentier. J'ai décroché la bombe anti-ours de ma ceinture et je l'ai tenue prête. Les secousses ont cessé et la forêt est devenue silencieuse. Je suis resté là pendant peut-être 15 secondes, attendant que quelque chose sorte des buissons. Rien n'est venu. Le silence a persisté et mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai décidé que j'avais assez d'informations. Le pont était clairement endommagé et nécessitait des réparations. J'avais noté l'emplacement et les observations de base. C'était suffisant. J'ai rangé mon carnet, remis mon sac sur mes épaules et j'ai commencé à rebrousser chemin vers le départ du sentier, en marchant vite, pas tout à fait en courant, mais presque. J'ai dû faire une douzaine de mètres quand j'ai entendu le premier impact de pierre, un caillou de la taille d'une balle de baseball qui a heurté un tronc d'arbre à 3 mètres de ma gauche avec assez de force pour faire voler des éclats d'écorce. Je me suis retourné et je n'ai rien vu. Puis une autre pierre a atterri, plus près cette fois, frappant le sentier derrière moi et ricochant près de mes pieds. Les pierres venaient d'en haut, lancées depuis un endroit dans les bois denses, et elles étaient lancées avec une précision et une puissance qui ne correspondaient pas à une chute de pierres aléatoires ou à des causes naturelles. Je me suis mis à courir. Le sentier était relativement plat et je connaissais le chemin. J'étais en bonne forme physique, mais je portais une vingtaine de kilos de matériel et je courais dans une forêt
où les racines et les rochers pouvaient vous faire une entorse à la cheville au moindre faux pas. Derrière moi, j'entendais des bruits de pas lourds, le rythme plus rapide maintenant. Quelque chose courait, ou du moins se déplaçait à vive allure à travers les sous-bois, s'écrasant dans les fougères et franchissant les obstacles avec une fluidité qui n'aurait pas dû être possible pour quelque chose d'aussi grand. J'ai risqué un coup d'œil en arrière et j'ai vu une masse sombre se déplacer entre les arbres, basse et rapide, couvrant le terrain à grandes enjambées qui dévoraient la distance. J'ai regardé droit devant moi et j'ai couru plus vite, sentant les bretelles de mon sac me cisailler les épaules, mes poumons me brûler et la bombe anti-ours glisser dans ma main moite. Au kilomètre 9,5, j'ai trébuché sur une racine exposée et je suis tombé lourdement, me rattrapant avec ma main gauche et sentant quelque chose craquer dans mon poignet. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras et mon sac a glissé, manquant de me faire basculer en arrière. Je me suis relevé en vitesse et j'ai continué à avancer, en m'appuyant sur mon côté droit. Derrière moi, les bruits de pas s'étaient arrêtés, mais je pouvais entendre une respiration, rauque et forte, à peut-être 20 mètres derrière. Je n'ai pas regardé. Je me suis concentré sur le sentier, sur le fait de ne pas perdre l'équilibre et d'atteindre le kilomètre 5, où Ethan travaillait peut-être encore, à l'intersection du sentier de Spruce Creek. Mon poignet enflait et la douleur s'intensifiait. Je savais que j'avais au minimum une entorse, peut-être une fracture, mais je n'ai pas ralenti. La respiration s'est rapprochée. Je pouvais à nouveau sentir cette odeur de musc putride, épaisse et écrasante, et j'entendais quelque chose bouger dans les fougères à ma droite, me suivant à distance, mais restant juste hors de vue. J'ai levé la bombe anti-ours, la tenant dans ma main valide, et j'ai essayé de me souvenir de sa portée efficace. Était-ce 6 mètres ou 9 mètres? Et combien de temps durait une cartouche? 6 secondes ou 8? Les fougères à ma droite ont explosé vers l'extérieur et je l'ai vu clairement pour la première fois. Massif et droit, couvert de poils bruns foncés emmêlés de boue et de débris, des bras anormalement longs et un visage presque humain mais déformé, des traits trop lourds et prononcés, des yeux trop écartés et trop plats. Il s'est arrêté à 4 ou 5 mètres de moi et nos regards se sont croisés. Je n'ai vu dans ses yeux rien qui ressemblait à de l'intelligence. Juste une conscience animale et une agressivité territoriale. Il m'évaluait, décidait si j'étais une menace ou une proie. J'ai levé la bombe anti-ours et j'ai crié, essayant de paraître autoritaire, essayant de me souvenir des protocoles, faire du bruit, se grandir. La créature a légèrement penché la tête, un geste qui semblait presque curieux, puis elle a ouvert la bouche et a vocalisé. C'était le même rugissement profond que j'avais entendu quelques jours plus tôt, mais plus fort maintenant, assez proche pour que je sente le son, comme une pression dans mes oreilles. J'ai vaporisé le spray anti-ours en visant le visage, mais le jet a décrit un arc et s'est dissipé dans l'air, touchant à peine la cible. Trop de distance, le vent contre moi. La créature a tressailli et secoué la tête, mais n'a pas reculé, restant là à me regarder de ses yeux ambrés et plats. J'ai reculé lentement, et elle a suivi mon mouvement, maintenant la distance. J'ai alors compris qu'elle me rabattait, me poussant en amont, loin du sentier. J'ai rompu le contact visuel. Je me suis retourné et j'ai couru à nouveau, obliquant vers le bas pour retrouver le sentier. La créature m'a laissé partir, ne m'a pas poursuivi immédiatement, restant là à regarder. J'ai atteint le sentier et ma radio a grésillé. Dale appelait, demandant ma position et mon état. J'essayais de répondre tout en courant et en suffoquant. Et je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, probablement quelque chose d'incohérent sur le fait d'être poursuivi et d'avoir besoin d'une extraction immédiate. La voix de Dale était sèche, me demandant de clarifier, me demandant si j'étais blessé, me disant de ralentir, de respirer et de communiquer clairement.
J'ai réussi à articuler que j'étais approximativement au kilomètre 8, que je me dirigeais vers le départ du sentier, qu'un grand animal me suivait et que j'avais besoin d'aide. Dale a dit qu'il contactait le poste de garde de Ho et qu'il envoyait quelqu'un à ma rencontre. Il m'a dit de rester en contact radio et de continuer à avancer à un rythme sûr. Le conseil sur le rythme sûr était inutile, car derrière moi, j'entendais la créature bouger à nouveau, suivant mon itinéraire, mais en restant dans les bois, parfois visible comme une forme sombre entre les arbres. Elle ne se précipitait pas, ne chargeait pas, elle maintenait juste la pression, me forçant à avancer. J'ai atteint le kilomètre 6 et mon poignet me lançait. J'avais l'impression d'avoir les poumons pleins de verre, et je sentais un goût de cuivre dans ma bouche à force de respirer trop fort. La créature s'était rapprochée. J'entendais clairement sa respiration maintenant, et je pouvais la sentir même par-dessus ma propre sueur et ma peur. Au kilomètre 5,9, le sentier traversait une petite section de passerelle en bois construite sur une zone marécageuse, d'environ 6 mètres de long. À mi-chemin, j'ai entendu du bois craquer derrière moi et je me suis retourné pour voir la créature monter sur l'autre extrémité de la passerelle. Elle testait la structure, posant son poids sur le bois avec précaution. Et elle était énorme. Je pouvais voir maintenant, avec une meilleure lumière, qu'elle mesurait au moins 2,50 m et qu'elle était massivement bâtie, les épaules plus larges que n'importe quel humain, les bras lui arrivant au-delà des genoux. La passerelle a grincé sous son poids. J'ai continué à reculer. Elle a fait un autre pas, le bois a gémi et j'ai prié pour qu'il s'effondre, qu'il fasse tomber cette chose dans le marécage et la ralentisse. Mais la structure a tenu. La créature a traversé la passerelle en 4 enjambées et a remis le pied sur le sentier. Je me suis retourné et j'ai couru. Mon pied droit s'est pris dans quelque chose et je suis tombé à nouveau, la tête la première cette fois. Mon sac à dos m'a plaqué au sol et m'a coupé le souffle. J'ai roulé sur le dos. La créature était juste là, à 3 mètres, et elle tendait une main massive vers moi. Je reculais à 4 pattes dans la boue et la mousse. Ma main a trouvé une pierre. Je l'ai lancée et j'ai touché la chose à la poitrine. Elle n'a même pas réagi. Derrière moi, j'ai entendu des voix humaines, quelqu'un qui criait mon nom. La tête de la créature s'est tournée brusquement vers le son. Elle a reculé de 3 pas et s'est fondue à nouveau dans les fougères. J'ai entendu des pas courir vers moi. Puis Ethan était là, me relevant et me demandant si j'étais blessé et ce qui s'était passé. Derrière lui se trouvait une autre garde forestière que je ne connaissais pas, une femme nommée Sarah du poste de Ho. Elle tenait sa radio et appelait des renforts. J'ai essayé d'expliquer ce qui m'avait poursuivi, mais les mots sortant au mal, décousus, et Ethan me regardait comme si je faisais une crise de nerfs. Sarah m'a demandé si j'avais vu un ours, et j'ai dit non, pas un ours, autre chose, quelque chose de bipède, et elle a échangé un regard avec Ethan que j'ai reconnu. Le même regard que Dale m'avait lancé. Ils m'ont raccompagné jusqu'au départ du sentier, et Sarah m'a conduit au Forks Community Hospital, où un médecin des urgences a examiné mon poignet et a confirmé que j'avais 2 petits os fracturés et une grave entorse de l'articulation. Il l'a bandé, m'a mis une attelle et m'a dit que je devrais voir un orthopédiste et que je serais dispensé de travail sur le terrain pendant au moins 6 semaines. Il m'a demandé comment j'étais tombé et je lui ai dit que j'avais trébuché en fuyant un grand animal. Il m'a demandé quel genre d'animal et j'ai hésité avant de dire que je n'étais pas sûr, que c'était grand, sombre et agressif. Il a écrit quelque chose dans mon dossier et m'a dit de me reposer, de prendre les analgésiques qu'il m'avait prescrits et de revenir pour un contrôle dans 3 jours. Dale est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramené à Solduc en silence.
Quand nous sommes arrivés à son bureau, il m'a demandé de rédiger un rapport d'incident documentant tout ce qui s'était passé, du moment où j'ai commencé l'inspection jusqu'au moment où Ethan et Sarah m'ont trouvé. J'ai écrit pendant 2 heures, notant chaque détail dont je pouvais me souvenir. Les pannes de matériel, les odeurs, les sons, les observations visuelles, la poursuite, tout. J'ai soumis le rapport et Dale l'a lu pendant que j'attendais. Quand il a fini, il m'a regardé et m'a demandé si je voulais modifier quoi que ce soit. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il a répondu que mon rapport décrivait une rencontre avec un Bigfoot et que si c'était vraiment ce que je voulais prétendre avoir vu, je devais en être absolument certain. Car une fois que cela entrerait dans le système, ça me suivrait toute ma carrière. Je lui ai dit que j'étais certain, que je savais comment ça sonnait, mais que j'avais vu ce que j'avais vu et que je n'allais pas mentir. Dale a classé le rapport et m'a dit de prendre le reste de la semaine de congé, que je devais guérir et décompresser et qu'il programmerait une réunion de suivi le lundi suivant. J'ai passé ces jours dans ma cabane à essayer de dormir, sans succès, rejouant la rencontre encore et encore. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ses yeux ambrés et cette main tendue. Ethan a essayé de m'en parler et je l'ai rembarré, lui disant que je ne voulais pas en discuter. Il a lâché l'affaire, mais je voyais bien qu'il pensait que j'avais perdu la tête, que le stress et l'isolement m'avaient atteint, et que j'avais vu un ours ou un wapiti et que mon esprit avait comblé les vides. La réunion de suivi a eu lieu le 19 août dans le bureau de Dale, avec un représentant du bureau régional nommé Thomas McIntyre et quelqu'un du service juridique du parc dont je n'ai pas retenu le nom. Ils avaient mon rapport d'incident sur la table ainsi qu'une version révisée qu'ils avaient préparée. La version révisée décrivait une rencontre avec un ours noir. Dale a expliqué que le service des parcs ne pouvait pas reconnaître officiellement les observations de Bigfoot, que cela nuirait à leur crédibilité auprès du public et de la communauté scientifique, et que ma carrière en souffrirait si je maintenais la version originale. Thomas du bureau régional a dit qu'ils avaient examiné mon dossier professionnel et noté que je n'avais aucun incident ou problème disciplinaire antérieur, que j'étais un bon employé qui avait simplement eu une expérience traumatisante et avait mal identifié un animal connu sous l'effet du stress. Le représentant juridique a dit que si je signais le rapport révisé, il couvrirait toutes mes dépenses médicales et que je garderais mon emploi, mais que si j'insistais sur la version du Bigfoot, je me mettrais, ainsi que le parc, dans une position difficile. J'ai demandé ce qu'il adviendrait du rapport original et Dale a dit qu'il serait classé comme un document interne, mais que le dossier public officiel reflèterait la version révisée. J'ai demandé s'il me traitait de menteur et Thomas a dit non. Il disait que j'avais vécu quelque chose d'effrayant et que ma perception avait été affectée par l'adrénaline, la peur et des facteurs environnementaux. Le représentant juridique a fait glisser le rapport révisé sur la table avec un stylo et m'a dit de prendre mon temps pour le relire avant de signer. Je l'ai lu attentivement. La version révisée décrivait une rencontre défensive avec un ours noir adulte que j'avais surpris lors d'une inspection de sentier, ce qui avait entraîné une poursuite et une chute qui m'avait fracturé le poignet. L'ours avait montré un comportement défensif typique et s'était retiré à l'arrivée d'autres gardes. L'incident était attribué à une erreur humaine, m'être approché trop silencieusement et n'avoir pas fait assez de bruit pour alerter la faune de ma présence. J'étais assis là, le stylo à la main, et je pensais à ce que signer signifierait et à ce que refuser signifierait. Si je signais, je pourrais continuer à travailler, garder mon poste de garde forestier, mettre ça derrière moi comme une expérience d'apprentissage. Si je refusais, je serais licencié pour refus d'obtempérer à un ordre direct. Je perdrais toute référence du service des parcs
je ne travaillerai probablement plus jamais dans les ressources naturelles. J'ai pensé à ses yeux ambrés et à cette main tendue. Et j'ai pensé au fait que quelque part dans la forêt de Haut, cette chose était toujours là, toujours territoriale, toujours agressive, et que si je signais ce rapport, la prochaine personne qui la rencontrerait n'aurait aucun avertissement. Mais j'ai aussi pensé que personne ne croirait l'avertissement de toute façon, que le rapport me ferait juste passer pour instable, que la vérité ne protégerait personne si personne ne la prenait au sérieux. J'ai signé le rapport révisé. Dale a été témoin de ma signature, a classé le rapport original dans un tiroir verrouillé et m'a dit qu'il avait arrangé un transfert au bureau régional de Spokane. Il a dit que c'était une bonne opportunité, un travail de bureau avec des avantages sociaux, des possibilités d'avancement. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'un travail de bureau, et il a répondu que ce n'était pas vraiment une option à ce stade, que ma blessure au poignet signifiait que je ne pouvais de toute façon pas faire de travail de terrain, et que le temps que je guérisse, le poste saisonnier serait terminé. Il a dit que le poste à Spokane commençait le 3 septembre et que je devais utiliser le temps restant pour faire mes cartons et trouver un logement. La réunion s'est terminée et je suis sorti en sachant que je ne remettrai plus jamais les pieds sur un sentier du Parc national olympique. L'histoire a fait une brève apparition dans le Peninsula Daily News le 21 août, un petit article en page 6, décrivant un garde forestier blessé lors d'une rencontre avec un ours pendant une inspection de routine. Mon nom était mentionné, Ryan Hollister, 24 ans, soigné et sorti du Forks Community Hospital avec des blessures mineures. L'article incluait une citation de Dale sur l'importance de faire du bruit en randonnée et de rester vigilant en pays d'ours. 3 personnes ont partagé l'article sur Facebook. Personne n'a commenté. Le 23 août, il avait complètement disparu du cycle des nouvelles, enterré sous des articles sur les élections locales et les sports de lycée. J'ai été muté à Spokane le 1er septembre et j'ai commencé le travail de bureau le 3. Le travail était exactement ce à quoi je m'attendais. Traiter des permis, examiner des rapports de terrain et assister à des réunions sur les budgets et l'allocation des ressources. Mon poignet a guéri lentement et en octobre, je pouvais l'utiliser normalement, mais je n'ai jamais demandé à retourner sur le terrain. Je ne voulais plus être dans la forêt. Je ne voulais être nulle part où je ne pouvais pas voir à 360 degrés autour de moi. Ma supérieure à Spokane était une femme nommée Janet, qui travaillait pour le service des parcs depuis 30 ans et n'avait jamais passé une nuit en pleine nature. Nous nous entendions bien car elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais quitté Olympique et je n'ai jamais fourni l'information de mon propre chef. Les cauchemars ont commencé fin septembre. Toujours la même séquence. Je suis de retour sur le sentier, vers le kilomètre 8. J'entends une respiration derrière moi et je sais que si je me retourne, je le verrai. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me retourne toujours. Parfois, le rêve se termine là, avec moi me retournant et voyant ses yeux. Parfois, il continue. Je cours, je tombe, et la main se tend vers moi. Je me réveille avant qu'elle ne me touche. J'ai essayé les somnifères pendant un certain temps, mais ils ne faisaient que rendre les rêves plus vifs, plus détaillés. Alors j'ai arrêté de les prendre, et j'ai appris à fonctionner avec 4 ou 5 heures de sommeil interrompues. J'ai commencé à éviter certains déclencheurs sans m'en rendre compte consciemment. Je ne pouvais pas regarder de documentaires sur la nature, pas regarder de photos de forêt primaire, pas passer devant des parkings de départ de sentiers sans sentir mon rythme cardiaque s'accélérer. L'odeur de la terre humide ou du bois en décomposition me donnait la nausée. J'ai complètement arrêté la randonnée, le camping, toute activité de plein air qui impliquait d'être loin des routes et de la foule. Des amis d'avant olympique m'invitaient à des excursions, et je trouvais des excuses, disant que j'étais occupé par le travail, ou que je ne me sentais pas bien. Finalement,
ils ont cessé de m'inviter. En novembre, j'ai eu une évaluation psychologique obligatoire dans le cadre de mon bilan annuel d'emploi et je l'ai passé facilement, car j'avais appris quoi dire et quoi ne pas dire. Oui, je m'adapte bien au poste de bureau. Non, je n'ai pas de pensée récurrente sur l'incident d'Olympique. Oui, je dors bien. Non, je ne souffre pas de souvenirs intrusifs ou d'hypervigilance. Le psychologue a semblé satisfait, a signé mon évaluation et je suis retourné à mon bureau pour passer l'après-midi à traiter des demandes d'entretien de sentiers de parc que je ne visiterai jamais. J'ai cherché des informations sur d'autres rencontres, tard le soir quand je ne pouvais pas dormir, parcourant des forums, des bases de données et des rapports d'incidents. J'ai trouvé des dizaines d'histoires similaires à la mienne, rien que pour le parc national olympique. Des rapports de silhouettes bipèdes massives, de vocalisations, de jets de pierre, de poursuites. La plupart étaient de rejetés comme des erreurs d'identification ou des canulars. Quelques-unes ont été prises assez au sérieux pour générer de brèves enquêtes qui se sont conclues sans preuve définitive. J'ai trouvé des références à des cas de personnes disparues dans le parc, des randonneurs qui s'étaient volatilisés sans laisser de traces, des opérations de recherche qui n'avaient rien trouvé, sauf du matériel abandonné ou des affaires éparpillées. J'ai lu un cas de 2011 où l'appareil photo d'un randonneur avait été retrouvé, montrant des dizaines de photos de terrains forestiers sous des angles de plus en plus frénétiques, les dernières images étant floues et sombres, avec ce qui aurait pu être une grande forme dans le cadre. Mais la résolution était trop mauvaise pour déterminer quoi que ce soit de manière concluante. Le randonneur n'a jamais été retrouvé. J'ai pensé à rendre mon histoire publique, à faire une interview, à la poster en ligne, ou à contacter des chercheurs qui enquêtaient sur ces rencontres, mais je savais ce qui se passerait. J'avais signé le rapport révisé. J'avais officiellement déclaré que c'était un ours. Si je contredisais cela maintenant, j'admettrais avoir menti dans un document officiel. Je perdrais mon emploi. Et je ferais peut-être face à des conséquences juridiques. Et même si je parlais, même si je disais la vérité, personne ne me croirait, car je n'avais aucune preuve, aucune photo, aucune preuve matérielle. Juste une histoire où j'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas identifier et où je m'étais enfui, terrifié. La vérité était inutile sans preuve, et la preuve avait disparu. Des fichiers corrompus, des batteries mortes et du matériel manquant. En décembre, j'ai reçu un email d'Ethan me demandant comment j'allais et disant qu'il avait obtenu un poste permanent à Olympique et qu'il aimait le travail. Il a mentionné en passant qu'il y avait eu un autre incident dans le secteur de Hoche. Une équipe d'entretien des sentiers avait signalé avoir trouvé de grandes empreintes et entendu des vocalisations, et ils avaient été retirés par précaution. L'équipe a déposé un rapport décrivant une possible activité d'ours et le sentier a été temporairement fermé pour évaluation. Ethan a dit que toute l'affaire était probablement exagérée, mais que ça lui avait fait penser à mon expérience et qu'il espérait que j'allais bien. Je lui ai répondu que j'allais bien, félicitations pour le poste permanent, et de faire attention. Je n'ai pas mentionné que la lecture de son email m'avait fait trembler les mains, ou que j'avais passé les 2 heures suivantes à chercher de nouvelles entrées dans les bases de données des personnes disparues du Parc national olympique. Les cicatrices sur mon poignet ont guéri pour devenir de pâles lignes à peine visibles, sauf si on savait quoi chercher. Les fractures se sont complètement remises selon les radiographies de suivi. Physiquement, j'allais bien, apte à toutes les activités normales, sans restriction. Mais je ne pouvais pas me résoudre à faire de la randonnée, même sur des sentiers faciles et entretenus près de Spokane. J'allais parfois en voiture jusqu'à des départs de sentiers. Je me garais et je restais assis là à regarder la forêt. Je sentais ma poitrine se serrer, ma respiration devenir courte, et je démarrais la voiture pour partir. Une fois, j'ai réussi à faire une quinzaine de mètres sur un sentier
avant que la panique ne frappe. Cette sensation d'être observé, évalué, suivi par quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai fait demi-tour. Je suis retourné au parking et je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, attendant que mon rythme cardiaque se normalise. J'ai pensé à quitter complètement le service des parcs, à trouver un travail qui n'avait rien à voir avec les forêts, la faune ou la gestion de la nature. Mais je ne savais pas pour quoi d'autre j'étais qualifié. Le salaire était correct et les avantages sociaux étaient bons. Alors je suis resté à Spokane, à traiter des papiers, à assister à des réunions et à prétendre que j'étais une personne normale qui avait simplement changé de voie professionnelle au sein de la même organisation. Janet était satisfaite de mon travail, elle disait que j'étais soucieux du détail et fiable, et elle a commencé à me donner plus de responsabilités, des projets plus complexes. J'ai eu une petite augmentation en janvier 2020 et une mention pour mon efficacité. Sur le papier, j'étais une réussite. Un garde de terrain qui avait fait une transition en douceur vers l'administration et qui construisait une solide trajectoire de carrière. La vérité, c'est que je me sentais vide. Je passais mes journées en pilote automatique, effectuant des tâches efficacement, mais sans ressentir de lien avec le travail, aucune satisfaction. J'assistais à des réunions sur la restauration de l'habitat, le développement des sentiers et la sécurité des visiteurs, et j'apportais des commentaires appropriés et posais des questions pertinentes, mais à l'intérieur, je hurlais parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais qu'il y avait quelque chose dans ces forêts que les protocoles officiels ne prenaient pas en compte. Quelque chose que le service des parcs ne reconnaîtrait jamais, car le reconnaître saperait tout ce qu'il prétendait comprendre de la gestion de la nature. En février, j'ai commencé à voir une thérapeute, pas par le biais du service des parcs, mais en privé, payant de ma poche pour éviter toute trace dans mon dossier professionnel. Elle s'appelait Dr Lisa Chen et elle était spécialisée dans les traumatismes et l'ESPT. Je lui ai dit que j'avais eu une expérience effrayante en travaillant comme garde et que j'avais du mal à la digérer. Elle m'a demandé de décrire l'expérience en détail. Je lui ai donné la version officielle, la rencontre avec l'ours, la chute, la blessure. Elle m'a demandé si c'était vraiment ce que j'avais vu. J'ai hésité et elle a dit que c'était un espace confidentiel, que rien de ce que je lui dirais ne sortirait de cette pièce, à moins que je ne sois un danger pour moi-même ou pour les autres. Je lui ai dit la vérité, tout. La poursuite, les vocalisations, la créature, la dissimulation, tout. Le docteur Chen a écouté sans m'interrompre et quand j'ai fini, elle m'a demandé ce que je ressentais par rapport à ce que j'avais vécu. Je lui ai dit que je me sentais fou, que je remettais en question ma propre mémoire, que parfois je pouvais me convaincre que c'était vraiment un ours et que mon esprit avait déformé les détails. Elle a dit que le traumatisme pouvait affecter la perception, mais qu'il ne créait généralement pas de faux souvenirs élaborés à partir de rien, et que si j'avais vu ce que je décrivais, alors j'avais vécu quelque chose de véritablement terrifiant pour lequel je n'avais aucun cadre de traitement. Elle m'a demandé si je croyais que Bigfoot était réel, et j'ai dit que je ne savais plus quoi croire. Je savais juste que j'avais vu quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie connue. Elle a dit que nous pouvions travailler sur la gestion des réponses traumatiques, quelle que soit la nature de la créature, que l'ESPT restait l'ESPT, que le déclencheur soit un animal documenté ou quelque chose de non identifié. Nous avons travaillé sur la thérapie d'exposition en commençant petit. Regarder des photos de forêt, puis écouter des enregistrements de bruits de forêt, en augmentant progressivement la tolérance. Ça a un peu aidé. Je pouvais regarder des photos sans ressentir de panique immédiate. Je pouvais entendre des oiseaux et le vent dans les arbres sans que mon cœur ne s'emballe. Mais je ne pouvais toujours pas aller dans la nature sauvage, me mettre dans une situation où je serais isolé et entouré d'arbres.
Le Dr Chen a dit que cela pourrait prendre des années à surmonter, si jamais j'y arrivais, et que certains traumatismes créent des changements permanents dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Elle a dit que je devais accepter que je ne serais peut-être plus jamais à l'aise en forêt profonde et que ce n'était pas grave, que je pouvais toujours avoir une vie pleine, juste une vie différente de celle que j'avais prévue. J'ai essayé d'accepter ça. J'ai essayé de me construire une vie à Spokane, qui n'impliquait pas la nature sauvage. Je suis sorti avec quelqu'un pendant quelques mois, une enseignante nommée Michelle, qui aimait les villes, les restaurants et les musées. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle suggère un week-end de camping. J'ai trouvé une excuse, elle a insisté, et j'ai fini par lui dire que je ne campais plus. Elle a demandé pourquoi et je n'ai pas pu l'expliquer sans avoir l'air instable. Nous avons rompu peu de temps après. Je me suis inscrit dans une salle de sport et je me suis mis à l'escalade en salle. Quelque chose qui m'offrait le défi physique d'une activité de plein air, sans l'isolement et l'imprévisibilité. Je suis devenu bon. J'ai commencé à grimper des voies plus difficiles, à participer à des compétitions locales. Ça a aidé à combler le vide, mais ce n'était pas pareil. Le premier anniversaire de l'incident est arrivé en août 2020. J'ai pris cette semaine de congé et j'ai conduit jusqu'à la côte. J'ai séjourné dans un hôtel à Port Angeles où je pouvais voir l'océan, mais pas les montagnes. Je ne me suis pas approché du parc national olympique. Je n'ai pas passé la sortie pour la forêt de Haut. J'ai passé la semaine à marcher sur les plages, à manger dans des restaurants et à lire des livres qui n'avaient rien à voir avec la nature ou la faune. Le 14 août, exactement un an après la rencontre, je me suis réveillé à 6h15 du matin à cause d'un cauchemar et je n'ai pas pu me rendormir. Alors, je suis allé dans un café et je suis resté là, à regarder les gens aller et venir. Des gens normaux avec des problèmes normaux, et je me suis senti profondément déconnecté de tous. Dale m'a appelé en septembre. Il prenait sa retraite après 28 ans au service des parcs, et il voulait prendre de mes nouvelles, voir comment j'allais, s'assurer que le poste à Spokane me convenait. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes de choses sans importance. Puis, juste avant de raccrocher, il a dit qu'il avait sorti mon rapport d'incident original du tiroir verrouillé, celui qui décrivait la rencontre réelle, et qu'il l'avait relu. Il a dit qu'il me croyait. Il a dit qu'il avait travaillé à Olympique pendant plus de 2 décennies et qu'il avait vu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, entendu des histoires de garde et d'équipes de terrain qui n'étaient jamais entrées dans les rapports officiels, trouvé des preuves qui ne correspondaient pas au schéma de la faune connue. Il a dit que le service des parcs ne le reconnaîtrait jamais officiellement, mais que ça ne le rendait pas moins réel. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir poussé à signer le rapport révisé, qu'il avait protégé l'institution au lieu de me protéger, et il voulait que je sache qu'il le regrettait. Je l'ai remercié et je lui ai demandé s'il en avait déjà vu un lui-même. Il y a eu une longue pause avant qu'il ne dise non, jamais directement, mais qu'il les avait pistés, trouvé leurs traces, les avait entendus vocaliser. Il a dit qu'ils étaient territoriaux et évitaient les humains quand c'était possible, mais qu'à certaines périodes de l'année, généralement à la fin de l'été, ils devenaient agressifs, protégeant leurs sources de nourriture ou leurs jeunes. Il a dit que le secteur de Ho avait plus d'activité que n'importe où ailleurs dans le parc, probablement parce que c'était la forêt la plus dense, la plus reculée, la plus difficile à pénétrer pour les humains. Il a dit que les équipes de terrain travaillant dans cette zone savaient qu'il fallait se déplacer en groupe, faire du bruit et sortir avant la nuit. Il a dit qu'il y avait un protocole informel, jamais documenté, sur ce qu'il fallait faire si on en rencontrait un. Ne pas courir, ne pas établir de contact visuel, reculer lentement, se faire petit et non grand, montrer la soumission et non l'agression. Il a dit que les protocoles officiels
pour les rencontres avec des ours pouvaient vous tuer si ce que vous affrontiez n'était pas un ours. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça maintenant, et il a répondu que c'était parce qu'il partait à la retraite et que ça n'avait plus d'importance, qu'il ne protégeait plus rien, et parce que je méritais de savoir que je n'étais ni fou ni dans l'erreur. Il a dit que la rencontre que j'avais décrite était cohérente avec un comportement de déplacement territorial. La créature m'avait poussé hors de son territoire, et que si j'avais réagi différemment, si j'avais couru dans une autre direction ou montré plus d'agressivité, elle aurait pu attaquer de front au lieu de simplement me poursuivre. Il a dit que j'avais survécu parce que j'avais fait les bons choix instinctifs, même sans connaître les protocoles informels. Il a dit que je devais trouver un certain réconfort là-dedans, que j'avais tout fait correctement et que j'étais en vie grâce à ça. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis Dale a dit qu'il devait y aller, qu'il rangeait son bureau et il m'a souhaité bonne chance pour ma carrière. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis dans mon bureau à fixer l'écran de mon ordinateur, ressentant un étrange mélange de validation et d'horreur. Validation parce que quelqu'un avec des décennies d'expérience confirmait que ce que j'avais vu était réel, que je ne l'avais pas imaginé ou déformé le souvenir. Horreur parce que si c'était réel, alors c'était toujours là-bas, toujours territorial, toujours agressif. Et le service des parcs continuait de mentir à ce sujet, continuant d'envoyer des gardes, des équipes de terrain et des touristes dans des zones où ils pourraient rencontrer quelque chose pour lequel la formation officielle ne les préparait pas. J'ai pensé à rendre publique la confirmation de Dale, mais il ne m'avait pas donné la permission de répéter ce qu'il avait dit, et sans son soutien, ce n'était qu'une autre histoire invérifiable. J'ai pensé à contacter des journalistes ou des chercheurs, mais j'avais signé un document légal déclarant que la rencontre était avec un ours. Et contredire cela aurait des conséquences que je n'étais pas prêt à affronter. Alors, je n'ai rien fait. J'ai continué à traiter des papiers, à assister à des réunions, à grimper à la salle de sport et à voir le Dr Chen 2 fois par mois, en faisant semblant d'aller bien. En novembre 2020, j'ai été contacté par une chercheuse de la Washington State University qui menait une étude sur les expériences des gardes de parc et voulait m'interviewer sur mon travail à Olympique. J'ai accepté, pensant qu'il s'agirait de questions de routine sur la satisfaction au travail et les interactions avec les visiteurs. Mais pendant l'interview, elle m'a demandé si j'avais déjà rencontré une faune qui avait mis au défi ma capacité à identifier les espèces. J'ai dit oui, une fois, et elle m'a demandé de développer. Je lui ai donné la version officielle, l'histoire de l'ours. Elle a écouté puis m'a demandé si j'étais satisfait de cette identification. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a répondu qu'elle avait examiné les rapports d'incidents d'Olympique et trouvé des schémas d'erreurs d'identification. Des gardes décrivant des rencontres avec des ours, avec des détails qui ne correspondaient pas au comportement des ours. Elle a dit que si j'avais vu autre chose, je pouvais le lui dire en toute confidentialité et que cela ne serait utilisé que comme des données anonymes dans sa recherche. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, que j'avais vu un ours et que c'était tout. Elle m'a remercié et a mis fin à l'interview. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais ces questions me sont restées. L'implication qu'elle savait que des gardes rencontraient autre chose que des ours et remplissaient de faux rapports pour protéger leur carrière. Combien d'autres y en avait-il? Combien de gardes avaient vu ce que j'avais vu et s'étaient tus? Combien de touristes ou de randonneurs avaient disparu parce qu'ils avaient rencontré quelque chose qui n'était pas censé exister? J'ai commencé à suivre plus activement les cas de personnes disparues d'Olympique, compilant des données, cherchant des schémas. Entre 2015 et 2020,
47 personnes ont été portées disparues dans le parc, allant de randonneurs à la journée à des randonneurs expérimentés. 31 ont été retrouvées vivantes, généralement perdues ou blessées, récupérées par les secours dans les 72 heures. 12 ont été retrouvées mortes, les causes allant des chutes à l'exposition au froid en passant par la noyade. 4 n'ont jamais été retrouvées, leur cas toujours ouvert. Aucun corps retrouvé, aucune preuve définitive de ce qui s'est passé. J'ai recoupé les lieux où les personnes jamais retrouvées avaient disparu, et 3 des 4 se trouvaient dans le secteur de Haut, à moins de 8 km de l'endroit où j'avais eu ma rencontre. La 4e se trouvait dans la forêt de Quinault, terrain similaire, densité similaire. J'ai reporté les emplacements sur une carte et j'ai vu qu'ils formaient un groupe approximatif, tous dans des forêts primaires, tous dans des zones avec un accès limité aux sentiers, tous dans des zones où la couverture cellulaire était inexistante et la communication radio peu fiable. J'ai comparé ces emplacements aux rapports informels que Dale avait mentionnés, les histoires qui n'étaient jamais entrées dans les dossiers officiels, et j'ai trouvé des recoupements. Des équipes de terrain signalant une activité étrange dans les mêmes zones où des gens avaient disparu. J'ai tout compilé dans un document et je ne savais pas quoi en faire. L'envoyer au service des parcs n'accomplirait rien. Ils avaient déjà clairement indiqué leur position. L'envoyer aux médias me ferait passer pour un théoricien du complot. L'envoyer à des chercheurs pourrait aider, mais ça ne ramènerait pas les personnes disparues, ni n'empêcherait de futures disparitions. J'ai sauvegardé le document dans un dossier crypté et je l'y ai laissé. Je me disais que je rassemblais des preuves, que je trouverais éventuellement le bon canal ou le bon moment pour le publier. Mais en réalité, je ne faisais que compiler des données comme un moyen de traiter mon propre traumatisme, essayant de donner un sens à quelque chose d'insensé en trouvant des schémas et des connexions. Le Dr Chen a dit que c'était une forme de contrôle, que je ne pouvais pas contrôler ce qui m'était arrivé dans la forêt, mais que je pouvais contrôler la façon dont j'organisais et analysais l'information. Elle a dit qu'il serait peut-être plus sain de laisser tomber, d'accepter que je n'aurais jamais de réponse complète, mais je ne pouvais pas faire ça. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres avaient vu ce que j'avais vu, que la chose qui m'avait poursuivi était documentée quelque part, même si ce n'était pas officiellement. En mars 2021, j'ai été promu spécialiste administratif principal, avec un bureau au lieu d'un box, une augmentation de salaire et plus de responsabilités. Jeannet a dit que je dépassais les attentes, qu'elle était heureuse que j'ai été muté d'Olympique, car j'étais clairement mieux adapté au travail administratif qu'au travail de terrain. Je l'ai remercié. J'ai emménagé dans mon nouveau bureau et j'ai accroché une photo de paysage au mur, une prairie avec des fleurs sauvages et un ciel bleu. Pas d'arbres, pas de forêt. Mes collègues commentaient la photo, disant qu'elle était paisible, et j'acquiesçais. Je ne leur ai jamais dit que je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle montrait un espace ouvert avec de longues lignes de vue et nulle part où se cacher. Je continuais de voir le Dr Chen, mais nos séances sont devenues moins fréquentes, une fois par mois au lieu de 2. Et nous nous sommes davantage concentrés sur la gestion de l'anxiété quotidienne que sur le traitement du traumatisme initial. Elle a dit que je faisais des progrès, que j'avais développé des mécanismes d'adaptation sains, que j'étais fonctionnel et stable. Elle m'a demandé si je me sentais prêt à réduire encore les séances, peut-être à passer à des bilans trimestriels, et j'ai dit oui, même si je n'en étais pas sûr. La fréquence des cauchemars avait diminué, mais ils se produisaient encore, peut-être une fois par semaine au lieu de toutes les nuits, et ils me laissaient toujours tremblant et incapable de me rendormir. Les déclencheurs étaient toujours là, l'odeur de la terre humide, le bruit des branches qui craquent, la vue d'une couverture arborée dense. Mais j'avais appris à les gérer, à respirer à travers la panique, à rediriger mon attention.
J'ai réessayé la randonnée en avril, en choisissant un sentier populaire au Riverside State Park, juste à l'extérieur de Spokane, large et bien entretenu, avec un trafic piétonnier constant. J'ai réussi à faire moins d'1 kilomètre avant que la panique ne frappe. Cette sensation d'être observé, d'être suivi. J'ai dû m'asseoir sur un banc et me concentrer sur ma respiration jusqu'à ce que mon rythme cardiaque se normalise. Une joggeuse s'est arrêtée et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien, que j'avais juste besoin d'un moment. Et elle a eu l'air inquiète, mais a continué son chemin. Je suis resté assis là pendant peut-être 20 minutes, puis je suis retourné au parking, j'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas tenté de refaire de la randonnée depuis. Les gens au travail me demandaient mes projets pour le week-end et j'inventais des réponses, disant que j'allais à la côte, que je rendais visite à des amis ou que je faisais des travaux à la maison. En réalité, je restais dans mon appartement à lire, à grimper à la salle de sport ou à conduire vers des zones ouvertes où je pouvais voir à des kilomètres à la ronde. Je suis sorti avec des femmes de temps en temps, des relations qui duraient quelques semaines ou mois avant de s'effondrer, quand je ne pouvais pas expliquer mes limites, pourquoi je n'irais pas camper ou faire de la randonnée, pourquoi certains sons ou odeurs me rendaient tendu. J'ai appris à sélectionner des partenaires qui préféraient les activités urbaines, qui n'étaient pas intéressés par les loisirs en pleine nature. Mais ces relations semblaient vides car je cachais une partie si fondamentale de mon histoire. En août 2021, pour le 2e anniversaire, je suis retourné à Port Angeles, j'ai pris la même chambre d'hôtel et j'ai marché sur les mêmes plages. C'était moins à vif que l'année précédente, mais toujours significatif, comme une cicatrice qui avait guéri mais restait sensible à la pression. J'ai pensé à passer en voiture devant le parc national olympique, peut-être juste le regarder de loin, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Le parc existait dans mon esprit comme une zone dangereuse, un endroit où la réalité ne suivait pas les règles normales, et même le simple fait d'être à proximité me mettait mal à l'aise. J'ai reçu un message d'Ethan cette semaine-là, disant qu'il avait été promu à un poste de garde de terrain permanent et qu'il était affecté au secteur de haut. Il semblait excité, disait que c'était la plus belle partie du parc, un terrain difficile mais un travail gratifiant. Je lui ai répondu en le félicitant et en lui disant de faire attention, de toujours se déplacer avec un partenaire, de faire confiance à son instinct si quelque chose semblait anormal. Il a répondu que je semblais paranoïaque et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien, que je voulais juste qu'il soit en sécurité. Et il a dit qu'il appréciait l'inquiétude, mais qu'il travaillerait avec des gardes expérimentés, qui connaissaient bien la région. Je n'ai pas insisté. Je ne pouvais pas m'expliquer sans révéler des choses que j'avais promis de garder enfouies. Je consulte toujours régulièrement les bases de données des personnes disparues, à la recherche de nouveaux cas à Olympique. Jusqu'à présent, le nom d'Ethan n'est pas apparu et j'en suis reconnaissant. Il y a eu 3 nouvelles disparitions dans le parc depuis 2021, 2 dans les sections côtières et 1 dans la vallée des Lois. Les 3 cas sont toujours ouverts. Les opérations de recherche ont trouvé des preuves minimes, juste du matériel abandonné dans 2 cas et rien dans le 3e. Les familles ont donné des interviews aux médias, implorant des informations, et le service des parcs a publié des déclarations sur les dangers des loisirs en pleine nature et l'importance de la préparation et de la communication. Personne n'a mentionné la possibilité que quelque chose d'autre que les dangers naturels puisse être responsable. Je pense à ces familles parfois, me demandant si elles obtiendront un jour des réponses, sachant qu'elles n'en auront probablement pas. Je pense au moment où elles ont réalisé que leurs proches ne reviendraient pas. La transition de l'espoir à l'acceptation, puis au deuil. Je pense à quel point j'ai failli être l'un de ces cas. Un nom dans une base de données, une opération de recherche qui aurait trouvé mon sac, et peut-être du matériel éparpillé mais pas de corps, ma famille se demandant ce qui s'est passé dans ces derniers moments.
La seule différence, c'était la chance. Le fait qu'Ethan et Sarah étaient assez proches pour intervenir. Le fait que la créature a décidé que je ne valais pas la peine d'être poursuivi une fois que d'autres humains sont apparus. Dale est décédé en janvier 2022 d'une crise cardiaque lors d'une randonnée près de sa maison de retraite dans le Montana. Je l'ai appris par une newsletter du service des parcs et j'ai ressenti un deuil sincère, car il avait été l'une des rares personnes à me croire, à reconnaître la vérité, même si ce n'était qu'en privé. J'ai pensé à contacter sa famille, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais pas exprimer mes condoléances sans révéler la conversation que nous avions eue sur l'incident. J'ai fait un don à un fonds commémoratif en son nom à la place et j'ai gardé une copie de la newsletter dans le tiroir de mon bureau, un rappel que quelqu'un avait validé mon expérience. Je travaille toujours à Spokane, même poste, même bureau, même routine. Ça fait 4 ans maintenant, et c'est devenu normal, confortable, d'une manière qui ressemble à une défaite. Je suis bon dans mon travail, je suis respecté par mes collègues, je construis une carrière stable dans l'administration. Mais chaque fois que je traite une demande d'entretien, de sentier d'Olympique, je ressens une pointe d'anxiété, me demandant si l'équipe qui travaille sur ce sentier connaît les protocoles informels, me demandant s'ils rencontreront ce que j'ai rencontré et s'ils auront autant de chance. Je pourrais les avertir, mais je perdrais tout. Mon travail, ma crédibilité, ma stabilité si soigneusement reconstruite. Alors je me tais, je traite les papiers et j'espère qu'ils rentreront sains et saufs. Le Dr Chen et moi avons mis fin aux séances de thérapie formelle l'année dernière, passant à des échanges d'emails occasionnels où je la tiens au courant de mon bien-être général. Elle a dit que j'avais fait des progrès significatifs, que je gérais mon traumatisme efficacement, que je menais une vie fonctionnelle malgré les limitations. Elle a dit que certaines personnes ne se remettent jamais d'expériences comme la mienne, et que le fait que j'ai trouvé la stabilité et un but était une réussite. Je l'ai remerciée et j'étais sincère. Elle m'avait aidé à survivre quand je n'étais pas sûr d'y arriver. Mais je sais aussi que la personne que je suis maintenant est fondamentalement différente de la personne que j'étais avant le 14 août 2019. Cette personne-là croyait aux explications rationnelles, aux protocoles officiels et à l'idée que la nature sauvage était dangereuse mais compréhensible. Cette personne-ci sait que la réalité a des recoins qui ne rentrent pas dans les cartes, les guides de terrain ou les manuels de formation. J'ai toujours le rapport d'incident révisé et signé, classé quelque part dans les archives du bureau régional, déclarant officiellement que j'ai été blessé par un ours noir lors d'une inspection de routine. J'ai des dossiers médicaux documentant une fracture du poignet et un protocole de traitement. J'ai une lettre de mutation expliquant mon déménagement à Spokane comme une progression de carrière volontaire. Sur le papier, mon histoire est complète, cohérente et banale. Dans ma mémoire, j'ai tout autre chose. Un récit qui ne correspond pas aux dossiers officiels, mais qui est plus vrai que tout ce que j'ai jamais signé. Parfois, tard le soir, quand je ne peux pas dormir, je pense à y retourner. Pas pour randonner ou travailler, mais juste pour voir la forêt de haut de loin, pour confirmer qu'elle est réelle et non un cauchemar que mon esprit a construit. Mais je sais que je ne le ferai pas. Je sais que m'approcher de cette forêt déclencherait des réactions que j'ai mis des années à apprendre à gérer, que voir ces cèdres centenaires et entendre cette rivière ramènerait tout avec une intensité que je ne pourrais pas contrôler. Alors je reste à Spokane, je traite des papiers, j'escalade des murs artificiels dans des salles climatisées et je me construis une vie qui me tient aussi loin que possible de la nature sauvage, tout en travaillant techniquement pour le service des parcs. La peur n'a pas disparu, elle a juste changé de forme. Avant, elle était aiguë, immédiate, une réaction de panique à des déclencheurs spécifiques. Maintenant, elle est chronique, un bruit de fond,
Une conscience constante que le monde contient des choses que la réalité officielle ne reconnaît pas et que j'ai vu quelque chose que j'étais censé ignorer ou oublier. J'ai appris à fonctionner avec cette conscience, mais je n'ai pas appris à l'accepter. Peut-être que je ne le ferai jamais. Peut-être que le mieux que je puisse faire est de gérer la distance entre ce que je sais et ce que j'ai le droit de dire, entre la vérité de mon expérience et la fiction du dossier officiel. Je pense encore à la créature parfois, me demandant si elle est toujours dans le secteur de Ho, toujours territoriale, toujours agressive. Je me demande si elle a toujours été là ou s'il y en a d'autres. Une population qui se déplace à travers les forêts les plus denses en gardant une longueur d'avance sur la présence humaine. Je me demande ce qui se passerait si l'une d'elles était un jour capturée ou tuée, s'il y aurait enfin une preuve, si le service des parcs devrait reconnaître ce qu'il nie. Mais je sais que cela n'arrivera pas, que ces choses sont trop intelligentes, trop chanceuses ou trop bien adaptées à leur environnement pour être attrapées, et que même si l'une l'était, les preuves seraient supprimées ou expliquées d'une autre manière, car reconnaître la vérité saperait trop d'institutions, trop de carrières, trop de récits officiels. Mon poignet gauche me fait mal quand le temps change, un rappel permanent de la fracture qui a mal guéri. Les cicatrices sont à peine visibles maintenant, mais je peux les sentir. Un léger épaississement du tissu, une texture différente de la peau environnante. Je l'essuie parfois du doigt quand je pense à ce jour, une preuve physique d'une rencontre qui, officiellement, ne s'est jamais déroulée comme je m'en souviens. Les dossiers médicaux disent que je suis tombé en fuyant un ours. Le rapport d'incident révisé dit que j'ai surpris un ours noir et subi des blessures défensives. La vérité, c'est que j'ai été poursuivi par quelque chose qui ne devrait pas exister, que j'ai survécu parce qu'il a choisi de ne pas me tuer, et je vis avec cette connaissance depuis. J'ai 30 ans maintenant, je travaille dans un bureau à Spokane. Je traite des papiers pour le service des parcs nationaux, et je dis aux gens que j'étais garde de terrain avant, mais que je préfère le travail administratif. Parfois, ils me demandent pourquoi j'ai changé, et je leur dis que je voulais un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plus de stabilité, des possibilités d'évolution de carrière. Toutes des déclarations vraies, mais aucune n'est la vraie raison. La vraie raison se trouve dans un tiroir de classement verrouillé quelque part dans le parc national olympique. Un rapport d'incident décrivant quelque chose qui, officiellement, ne s'est pas produit, signé par quelqu'un qui, officiellement, a vu un ours. Je pense à Patricia Vance des ressources humaines me demandant de signer ce rapport révisé, son stylo débouché, le surligneur jaune marquant la case à cocher. Je pense à Tom Kellerman de la gestion des risques, expliquant que les affirmations sur Bigfoot détruisent la crédibilité. Je pense à Dale me disant que c'était la version qui protégeait tout le monde. Il n'avait pas tort. La version officielle a protégé ma carrière, m'a permis de continuer à travailler, m'a empêché de devenir une histoire édifiante sur les gardes qui perdent la tête dans la nature. Mais elle a aussi enterré la vérité, laissé les futurs gardes sans information qui pourraient en leur sauver la vie, laissé les familles des personnes disparues sans les réponses qu'elles méritent. J'ai pensé des dizaines de fois à tout révéler, à écrire un récit anonyme et à le poster en ligne, à contacter des chercheurs, des journalistes, quelque chose. Mais je m'arrête toujours avant de passer à l'acte, car je sais ce qui se passerait. Le service des parcs m'identifierait grâce aux détails du récit. Je serais licencié pour violation des accords de confidentialité et pour fausses déclarations dans des documents officiels. Je perdrais ma retraite, mes avantages sociaux, ma carrière. Et la vérité serait toujours rejetée, qualifiée de fabrication, de recherche d'attention ou de maladie mentale. Le coût serait énorme et le résultat serait nul. Alors je me tais, je traite les papiers et je maintiens la fiction que j'ai vu un ours. Et quelque part dans la forêt de Haut,
il y a un sentier que j'ai inspecté le 14 août 2019. Et quelque part, près du kilomètre 11, il y a peut-être encore une passerelle endommagée qui a besoin de réparation. Et quelque part, dans les bois denses près de ce sentier, il y a une créature qui pèse plus de 200 kilos, mesure 2,50 m et a des yeux ambrés qui ne montrent rien, qui ressemblent à de l'intelligence humaine. Et si quelqu'un rencontre cette créature comme je l'ai fait, il remplira un rapport décrivant un ours, parce que c'est la seule version des événements qui lui permet de continuer à travailler, à vivre, à prétendre que le monde a un sens. Le souvenir ne s'estompe pas. Il s'intègre simplement à qui je suis, comme les cicatrices sur mon poignet. Je suis la personne qui a vu quelque chose qui n'existe pas et qui a survécu. Je suis la personne qui a signé un document légal déclarant que ce que j'ai vu était en fait autre chose. Je suis la personne qui a choisi la carrière plutôt que la vérité, parce que la vérité n'avait aucune valeur pratique sans preuve. Et la preuve a disparu dans des fichiers corrompus, des batteries mortes et du matériel manquant. Je vis avec ce choix et je continuerai à vivre avec, traitant des papiers, escaladant des murs artificiels et restant aussi loin que possible de la nature sauvage. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais refusé de signer, si j'avais insisté sur la vérité, si j'avais été prêt à tout sacrifier pour l'exactitude. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que quelqu'un m'aurait cru? Est-ce que ça aurait empêché d'autres rencontres? Ou est-ce que ça m'aurait juste rendu inemployable et fauché? Je ne sais pas et je ne le saurai jamais, parce que j'ai fait le choix que j'ai fait et ce choix est permanent. Le rapport révisé est classé, archivé et officiel, et il n'y a aucun mécanisme pour le changer maintenant, sans admettre que j'ai menti. Et admettre que j'ai menti serait pire que d'avoir menti en premier lieu. Je suis censé être reconnaissant d'avoir survécu, d'avoir guéri, d'avoir trouvé une nouvelle voie professionnelle qui utilise mes compétences, paie bien et offre de la stabilité. Et je le suis, la plupart du temps. Mais il y a des nuits où je me réveille du cauchemar, et je peux encore sentir cette odeur de musc putride. Je peux encore entendre cette respiration, et je peux encore voir ces yeux ambrés. Et ces nuits-là, la gratitude semble insuffisante, comme si je devais me contenter de la survie, alors que ce que je veux vraiment, c'est la reconnaissance que ce à quoi j'ai survécu était réel. Mais la reconnaissance ne viendra pas parce que le système ne le permet pas, parce que les institutions se protègent d'abord elles-mêmes, les individus ensuite, et la vérité en dernier. Alors je reste dans mon bureau à Spokane, je maintiens la fiction, et je traite des papiers pour des sentiers que je ne parcourrai jamais, dans des parcs que je ne visiterai jamais. Et c'est le compromis que j'ai fait pour garder ma carrière, ma crédibilité et ma santé mentale. Ce n'est pas la fin que je voulais, mais c'est la fin que j'ai eue, et j'apprends à vivre avec, même si je ne l'accepterai jamais complètement. Le rapport d'incident révisé dit que j'ai été blessé par un ours noir. Mon supérieur m'a dit de rejeter la faute sur un ours. C'est donc ce que j'ai fait. C'est ce que je fais encore. C'est ce que je continuerai à faire jusqu'à ma retraite, ma mort, ou jusqu'à ce que le service des parcs décide de changer ses politiques sur le signalement de rencontres avec des espèces non identifiées. Et comme aucune de ces choses ne semble susceptible de se produire de sitôt, voici mon histoire. Pas la version officielle, pas celle qui est dans les archives, la vraie. Celle que je ne peux raconter à personne, sauf au Dr. Chen, à moi-même, et peut-être à vous, qui que vous soyez qui lisez ceci, si jamais quelqu'un le fait. Je m'appelle Ryan Hollister, et le 14 août 2019, quelque chose m'a attrapé à travers une couverture dense de fougères dans la forêt de Hoh. Je l'ai vu clairement, et ce n'était pas un ours. J'ai déposé un rapport décrivant ce que j'ai vu, et on m'a demandé de réviser ce rapport.
Et je l'ai fait parce que je voulais garder mon emploi, mon avenir et ma crédibilité. Et je vis avec cette décision depuis, traitant des papiers à Spokane, restant loin de la nature, gérant un traumatisme dû à une rencontre qui, officiellement, ne s'est jamais déroulée comme je m'en souviens. Les cicatrices sur mon poignet sont réelles. Les cauchemars sont réels. La peur est réelle. La créature était réelle. Tout le reste est négociable, selon qui demande et quelle version ils ont besoin d'entendre. Mais cette version, celle que je raconte maintenant, c'est la vérité telle que je l'ai vécue. Et je ne m'attends pas à ce que vous y croyiez plus que Patricia, Tom ou le service des parcs n'y ont cru. Mais c'est ce qui s'est passé, peu importe ce que dit un rapport officiel. J'ai vu quelque chose dans la forêt ce jour-là. Quelque chose de massif, de territorial et d'agressif. Quelque chose qui m'a poursuivi, m'a blessé et m'a laissé partir. Quelque chose qui existe toujours dans la forêt de Haut, que le service des parcs nationaux le reconnaisse ou non. Et je vis à Spokane, à traiter des papiers et à prétendre que j'ai vu un ours, parce que c'est la version de la réalité qui me permet de fonctionner. Et fonctionner est le mieux que je puisse espérer après ce que j'ai vécu. La vérité est enterrée dans un tiroir verrouillé. La fiction est dans les archives officielles. Et je suis quelque part entre les deux, essayant de construire une vie qui accommode les deux sans être détruit par l'un ou l'autre. C'est là que j'en suis. C'est là que je resterai. Et si vous lisez ceci et que vous travaillez dans les parcs, que vous randonnez dans la nature ou que vous passez du temps dans les forêts primaires, sachez simplement que les protocoles officiels ne tiennent pas compte de tout. Faites confiance à votre instinct. Faites attention aux signes. Et si quelque chose vous semble anormal, si vous entendez des sons qui ne correspondent à aucune espèce connue, ou si vous voyez des mouvements qui ne correspondent à aucun schéma normal, partez. N'attendez pas de preuves. N'essayez pas de le documenter. Partez, tout simplement. Parce que j'ai essayé de le documenter, mon équipement est tombé en panne et je n'ai rien à montrer de cette rencontre, sauf des cicatrices, des cauchemars et une carrière construite sur un mensonge. Et ce n'est pas assez. Ça ne sera jamais assez. Mais c'est ce que j'ai et je fais avec. Parce que l'alternative est d'admettre la défaite et je ne suis pas encore prêt à le faire. Alors je continue de traiter les papiers, je continue de gérer la peur et je continue de vivre en sachant que j'ai vu quelque chose de réel que personne ne croit. Et peut-être que ça fait de moi quelqu'un de peu fiable, d'abîmé ou de compromis, mais ça me rend aussi honnête sur ce qui s'est passé, même si je ne peux pas être honnête à ce sujet publiquement. Ce récit, ici même, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité sans que je perde tout. Et si ce n'est pas satisfaisant, alors je ne sais pas quoi offrir d'autre. Je suis Ryan Hollister. Je travaille pour le service des parcs nationaux à Spokane. Et j'ai vu un Bigfoot dans le parc national olympique en août 2019. Mon supérieur m'a dit de rejeter la faute sur un ours, et je l'ai fait. C'est mon histoire. C'est ce qui s'est passé. Croyez-le ou non, ça ne changera rien au fait que quelque part dans la forêt de Haut, il y a un sentier que je ne parcourrai plus jamais, une créature que je n'oublierai jamais et une vérité que je ne serai jamais autorisé à dire officiellement. Et c'est là que ça se termine. C'est là que j'en suis, traitant des papiers, gérant un traumatisme, vivant avec un mensonge qui protège une vérité que personne ne veut reconnaître. Ce n'est pas héroïque. Ce n'est pas satisfaisant. Mais c'est réel. Et peut-être que c'est tout ce qui compte à la fin.